Bonjour, nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir Benoît, qui est consultant freelance sur la partie production. Comment ça va, Benoît? Bah écoute, ça va plutôt bien. Merci Ahmed. Très bien. Je suis très content de participer à cette interview. Je suis content de t'accueillir. Alors, l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de vous mettre en avant les freelances. Donc, est-ce que tu peux me décrire un peu ton parcours et en particulier, ce qui m'intéresse, en premier, c'est le passage au moment où tu étais salarié, au passage en freelance, comment tu as vécu ça et comment ça s'est passé? Ok, alors moi j'ai eu, on peut dire, trois vies sur SAP. Donc en fait, Hein. j'ai commencé à travailler en 99. J'étais key user dans une société aéronautique. J'étais key user magasin. Alors à l'époque, c'était sur le RP BAN qui a disparu depuis, mais Ah, Ben, oui, oui, ouais, c'était je connais bien. ouais, avec les On a avis. décommissionné pas mal de solutions sur BAN. Ça a été racheté par Oracle. Ouais. Ouais, c'était pas terrible, un ban, c'était une autre époque, Ah oui. on va dire. J'ai commencé à travailler sur ban comme key user, donc c'était en 1999, hein, et puis assez rapidement, en fait, avec les projets en 2000, il y avait une grosse demande sur SAP. Mm. Donc j'ai rejoint une société qui s'appelait CMG à l'époque, hein, et qui a proposé de me former sur SAP, donc plutôt la partie PP, parce qu'il y avait des besoins sur cette partie-là, et puis c'était aussi un centre d'intérêt. Donc j'ai travaillé pendant 6 ans comme consultant en ESN, donc consultant fonctionnel PP. J'ai travaillé d'abord chez CMG, où j'ai travaillé sur la partie agro, et puis après j'ai vendu mon âme au diable et je suis allé chez Accenture pour travailler sur des gros projets, Donc j'ai eu la chance de commencer à travailler sur des projets corps modèle et notamment un important chez L'Oréal, où j'ai commencé à travailler aussi sur la partie PP, MES, l'intégration, qui deviendra un peu mon cœur d'expertise par la suite, hein. C'est Euh, chez L'Oréal à Aulnay, c'est ça ou... Ouais, c'était à Non. Aulnay. Alors, c'était en D'accord. 2004. C'était un des premiers corps modèles qu'ils ont fait sur. À l'époque, on avait démarré sur ECC 5 et il y avait une montée de version sur ECC 6. Donc, autant dire, Mm. c'était pas tout jeune. Ouais. Et c'était le premier corps modèle prod, hein. Donc, c'était Ouais. pour Isis à l'époque, hein. Et on était à Aulnay sur le campus, ouais. Donc après, première vie de 6 ans comme consultant en ESN. Après, j'ai fait le schéma un peu classique de rejoindre un client final, parce que c'était un peu la voie royale pour les consultants. Donc je suis rentré Ouais. dans Ah bah, un, t'as fait un peu comme moi aussi. Je fais ESN, client final. ouais, je suis rentré dans un centre de compétences. Et puis assez vite, j'ai commencé à faire du management en fait, donc j'ai un peu laissé de côté la partie purement technique, donc plutôt pour manager des consultants. Donc je suis monté jusqu'à une équipe de 15 personnes. Donc Mm. j'avais la partie exécution, donc ça comprenait WM, PP, MM, hein, donc Mm. la partie exécution en général. Donc on travaillait sur un corps modèle qu'on a déployé. Donc j'ai travaillé de 2006 à 2020. Donc, c'était un corps modèle sur CC6. On Mm. déployait un groupe international. Donc, j'ai fait beaucoup de voyages. Je suis allé une trentaine de fois aux États-Unis. Je suis allé en Chine, Ouais, en c'est bien. Inde, un peu partout. Jusqu'en 2020, c'est ça? Jusqu'en 2020, ouais. Et D'accord. à partir. J'avais fait un petit peu le tour, hein. Et puis petit à petit, en fait, on va dire que je perdais un peu enfin voilà, il y a eu un peu des jeux politiques. J'ai perdu le module MM, j'ai Mm. perdu le module PP. Je me suis retrouvé, j'avais plus de WM. Donc, et puis au bout d'un moment, j'ai perdu aussi le CDI. Donc Ouais. voilà, donc on s'est mis d'accord pour se quitter, d'un commun accord avec mon Ouais. employeur. Et donc ça a été le déclic. Ça faisait un petit moment déjà que je pensais à passer freelance sur SAP, parce Ouais. que c'est vrai que
ça m'avait déjà intéressé dans le passé, mais bon, après, il faut aussi, enfin, je sais pas, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais il faut aussi que ça corresponde à des projets de vie, parce que c'est vrai qu'il y a des choses ça peut être plus compliqué à certains moments. De son expérience personnelle, de son expérience professionnelle. Mais là, je sentais que j'avais suffisamment d'expérience professionnelle et de crédibilité pour le faire. Bon, en plus, comme j'avais eu un licenciement, c'était une opportunité. Et puis, il y a aussi la partie, il y a des aides, en fait, avec le chômage, notamment l'ACRE, qui permettent de se lancer avec une certaine sécurité. Donc, je me suis dit, c'est probablement le bon moment pour se lancer. Oui, Et là, c'est plutôt intéressant, puisqu'en fait, quand tu passes en freelance, ça te permet d'être et que tu crées une société. euh, ça- ça- en ouais, fait, ça permet d'être. quand tu es en CDI, tu crées ta société, tu es exonéré de toutes tes cotisations sociales, qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est ça. Et puis, dans le cadre d'un licenciement, quand tu es au chômage, en fait, pendant 18 mois, tu es payé par le chômage. Et du coup, ça te permet euh, Oui, tu as aussi ça. Ouais. de mettre de côté, effectivement, le chiffre d'affaires que tu fais pour te constituer de la trésorerie. Et notamment, au cas où ça fonctionnerait pas, tu as toujours le chômage, en fait, qui te rémunère. Donc, en fait, Ouais. c'est une sécurité par rapport à ça. Et notamment, si tu as du mal à trouver les premières missions. Donc, j'ai pris cet événement, mais bon, je pense qu'on est pas mal à avoir Il y a plus. beaucoup de gens, ce qu'ils font, en fait, souvent, hein, excuse-moi, juste pour communiquer ça, énormément de gens qui font salarié CDI, ensuite ils passent en portage salarial, donc ça augmente un peu ils se retrouvent avec un salaire plus important. Ils restent 1 an, 2 ans, 3 ans, et après, justement, ils passent en société en demandant l'ACRE. Oui, Il leur permet en fait de toucher un chômage qui est beaucoup plus conséquent et en ayant une activité en freelance. petite J'ai suite. vu énormément de consultants qui ont utilisé ces petites failles dans le système pour, Ouais. Alors, pour, je crois que effectivement. Enfin, mais donc, oui, oui. Après, moi, voilà. Donc, je me suis lancé comme ça parce que du coup, ça m'a sécurisé. Alors après, moi, toute la partie administrative, donc je suis passé, donc mon statut c'est en SASU ça se joue, ouais. et, euh, et voilà. Et moi, j'ai complètement externalisé la partie administrative, hein, création de la société, tout ça. Je me suis fait accompagner par un comptable parce que je connaissais pas du tout. Voilà, j'avais peur de Bah, faire comme des tout le erreurs monde, hein, et de comme pas tout le faire ce monde. qu'il fallait. Donc, j'ai Mm. complètement externalisé cette partie-là pour me concentrer sur la partie cœur de métier. Ouais, Et en fait, les premières semaines, mois, comme freelance, ont été un grand moment de solitude, hein, parce qu'en fait, j'avais fait une erreur, c'est que je n'avais pas réfléchi à ma proposition de valeur, effectivement. Parce que je suis arrivé, puis j'ai dit, j'arrivais aux premiers entretiens, et puis on me demandait, mais vous savez faire quoi? J'ai été manager dans un centre de compétences. Ok, c'est super, mais c'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce ouais. que, est-ce que vous connaissez le custo? J'ai fait du custo, mais ça fait 15 ans que j'en ai pas fait. Ah oui, alors vous avez forcément tout oublié. C'est vrai que les premiers entretiens, c'était un petit peu compliqué. Donc, je n'avais pas réfléchi effectivement à ce que je pouvais proposer et c'était souvent compliqué. Je pensais qu'en arrivant en fait avec mes quasiment 20 ans d'expérience, ce serait tapis rouge et puis que ça. Alors en fait, là, comme toi, tu avais un profil manager, tu avais deux options. Soit tu remettais les mains dans le cambouis parce que tu aimes bien faire ça et tu te remets au customizing. Et là, tu as quand même pas mal de missions. Euh, Soit tu construis ton réseau et tu fais une offre, parce que je connais pas mal de managers, d'intérim managers qui, c'est des choses qui sont assez demandées, mais ça se fait beaucoup avec le réseau. Il y a des missions. Oui, oui, oui. Après, Donc c'est soit l'un, soit l'autre, mais dans les deux cas, il faut le préparer un peu, hein. Ça, c'est. ouais, voilà. Donc moi, l'erreur que j'ai fait, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que je n'avais pas réfléchi justement à cette proposition.
Et ça a mis un petit peu de temps à décoller. Et effectivement, les premières missions que j'ai trouvées, après j'ai réfléchi, j'ai eu l'aide d'un ami en fait qui a lui-même une ESN, donc il avait déjà des contacts chez des clients. Ouais. Et effectivement, on a fait une première proposition de mission sur une offre en assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc j'ai réfléchi D'accord. plutôt sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et Ouais. ma première mission freelance, ça a été d'aider une entreprise à faire un cahier des charges S4HANA, en fait. Donc, d'écrire leur processus, enfin voilà, faire vraiment tout le cahier des charges. Et comme j'avais une connaissance assez large de tous les processus, je les ai aidés à travailler sur la partie PLM et MES aussi. Donc, D'accord. j'ai fait un cahier des charges assez large. Et donc depuis les ateliers avec les responsables de processus, mais ils connaissaient pas du tout SAP en fait, donc ils n'avaient pas du tout de RP. Donc on a fait aussi une partie formation de l'équipe projet, les fondamentaux de SAP, fondamentaux de l'ERP, fondamentaux de la gestion de projet, enfin comment se passe un projet ERP, tout ça. Donc ça a été ma première mission, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. Ouais. Et ça m'a permis de rester dans le groupe Safran après, puisque j'ai trouvé une autre mission ensuite, dans une autre filiale du groupe Safran pour travailler sur la mise en place d'une nouvelle division d'une petite usine en fait en Chine, parce Ouais. que les équipementiers, puisque c'était Safran Nacelle, en fait, ils doivent toujours ils doivent être proches des lignes d'assemblage des avionneurs. Donc Airbus avait ouvert une ligne de fabrication en Chine, donc il fallait que Nacelle le fasse. Et moi, j'ai piloté l'équipe, donc là, j'étais quand même côté MOE, donc j'étais quand même côté maîtrise d'œuvre, mais j'ai piloté toute l'équipe AMOA, en fait, et l'équipe technique pour la mise en place de la division. D'accord. Donc cette partie-là, ça m'a remis un peu le pied à l'étrier aussi côté SAP. Donc mon CV commençait à être. Enfin, voilà. Donc en fait, j'ai un peu gagné en fait parce que c'est vrai que on revient un petit peu au départ quand en fait quand il faut un peu refaire ses preuves en tant que freelance. Parce qu'on nous dit, bah, OK, vous êtes freelance, mais vous avez fait quoi comme mission? Vous avez quoi comme référence? Bon, bah voilà, en fait, il faut un peu amorcer la pompe quelque part. Mais Et après, tu t'es servi quand même de ton réseau, c'est-à-dire là, la oui, première mission que tu as fait, c'était avec quelqu'un que tu connaissais d'une oui, ESN. C'est ça qui t'a permis justement de. moi, je me Ouais. suis complètement appuyé sur mon réseau depuis Sur le 3 ans. profil que tu as, si tu n'as pas de réseau, c'est très très compliqué. Voilà, donc C'est-à-dire, après, elles sont pas sur Freework et tout ça, les non, annonces non, non, clairement pas, de parce que tes, de euh, tes missions, hein. Ça, c'est plus mes missions à moi qui le sont, hein. Où je mets les mains dans le cambouis, tout ça, je peux le trouver des missions comme ça. Mais ouais, 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 c'est sûr. Oui, en les fait, tiennes, oui, on les trouve autrement, en fait. oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et après, j'ai toujours en sollicitant mon réseau, donc parmi les anciens collègues, en fait, j'ai un ancien collègue qui était parti dans une boîte pharma, un laboratoire pharma sur Boulogne, Mhm. et qui m'a fait rentrer donc côté client Ouais, pour aider la mise en place, la création d'un corps modèle. Et là, donc, je me suis positionné, j'ai mis ma proposition de valeur autour de. C'est vrai que quand j'étais en interne dans le centre de compétences, j'avais beaucoup travaillé sur les interfaces MES, hein, et ouais, j'ai réalisé il y avait effectivement une niche intéressante, enfin une compétence intéressante sur l'intégration PP-MES. Parce qu'on a souvent des experts MES, il y a des experts PP, mais des gens qui savent expliquer simplement et qui savent définir les interfaces, ce qui doit se faire, sans forcément rentrer dans la technique MII, ouais, etc., mais faire comprendre au métier le contenu d'un IDOC, enfin voilà, des deux côtés, comment ça doit échanger, ce que SAP il attend comme données, etc. ouais. Là-dessus, il y avait il y a un besoin. Et effectivement, je me suis positionné dessus. Mhm. Et ça a été ma mission suivante qui a duré pendant 6 ou 7 mois. C'est généralement la durée moyenne de mes missions, hein, puisque je me positionne plutôt en expertise, enfin AMOA, expertise.
Donc, c'est pas, enfin, sauf, bon, exception sur le client chez qui je Ouais, suis actuellement, où la mission est plus longue, mais donc je me suis positionné là et donc, sur ce projet-là, donc c'était mon premier projet S4HANA et ouais. c'est là où j'ai découvert cette merveille qui est IWM et parce que jusque-là, je regardais S4HANA, je me suis dit, bon, bah, PP, c'est quand même vachement proche de ce qu'il y avait avant, c'est pas la révolution, bon, effectivement. C'est vrai. Par contre, l'intégration avec IWM, eh ben là, oui, c'est par contre, parce que moi, je connaissais très bien HUM et tout ça, et même Mais MMHUM. HUM-WM, quand tu bascules sur WM, là, c'est autre chose. Ouais, c'est pas la même histoire, ouais. Et du coup, bon, j'ai senti quand même que j'avais un gros manque à ce niveau-là. Et j'ai aussi pensé que c'était probablement la partie qui avait le plus changé entre un ECC et S4, hein, cette partie intégration PP, IWM, et puis donc en allant un peu plus loin sur le MES. Et là, bah, j'ai décidé de me former en fait sur la partie IWM, parce que je connaissais Hum, très bien WM, mais pas du tout IWM. Et donc là, j'ai fait 2 formations chez SAP, enfin les vraies formations de l'Académie SAP, hein, enfin voilà. IWM 100, 110, Voilà, c'est ça, c'était ouais, la c'est ça. 100 et oui, ça doit être 100 et 110 que j'ai fait, je sais plus, mais Tu les as fait avec Didier Gorgos? oui, ça doit être lui, ouais, ouais, il semble. Ouais, bah, c'est toujours lui en français. Tu passes toujours par le même hein, sur Donc oui, oui, IWM. oui. Alors après, ouais, Bon, Didier, c'était on pas te sur, salue si tu nous écoutes. c'était pas sur site parce que c'était en période Covid, donc c'était à distance. Mais oui, oui, il me semble bien que le nom. Ouais, c'est toujours lui qui fait les Euh, formations françaises, enfin mais, aux dernières nouvelles en tout cas. Et donc, j'ai eu un peu une révélation avec ce IWM. J'ai trouvé ça vachement bien. Je trouvais qu'il marchait vachement bien. C'était très puissant, beaucoup mieux que Ouais. WM. Par contre, ça introduit une complexité aussi qui est nouvelle en termes de master data, en termes de gestion des queues RFC, toutes ces choses-là. Et du coup, alors ça m'a permis de trouver derrière une mission chez Sanofi dans le Mm. cadre du déploiement iShift, qui est leur grand déploiement de mise en place de la solution S4HANA. Mm. Donc, c'était une double opportunité aussi parce que l'usine vaccin est à côté de chez moi, hein, puisque j'habite en Normandie, je ne suis pas un Parisien. Donc, ça conditionne aussi enfin, ça explique aussi que je travaille beaucoup avec mon réseau pour les missions parce qu'effectivement, comme tu disais, les plateformes, c'est souvent des missions sur Paris, on va dire, qui se retrouvent. Donc là, je travaille beaucoup sur mon réseau. Donc j'ai réussi à trouver et j'ai été pris alors dans les équipes business. Donc j'ai été Mm. key user, donc une sorte de taupe. Super key user d'intégration, quoi. Voilà, super key user d'intégration. Ils m'ont dit on est perdu, on comprend rien au MES. Ils nous ont fait les premiers ateliers sur les master data. On a cru qu'ils nous parlaient chinois, tout ça. Et donc du coup, j'ai été intégré dans l'équipe prod et pour faire toute l'intégration en fait, IWM, PP, MES une sorte de facilitateur pour que les équipes arrivent à se parler. On a travaillé avec l'équipe, on a travaillé avec les équipes MES pour aussi synchroniser les déploiements du MES. Mm. Il y a différents process. Enfin, les usines sont énormes hein, Ouais. chez Sanofi. Donc, ils font que des déploiements par bâtiment. En fait, chaque bâtiment est quasiment une usine. Hein, il y a 300 personnes qui Mm. travaillent. Donc, on a synchronisé tout ça. Et puis, en fait, j'ai fait le projet du début à la fin. Donc, j'ai formé toute l'équipe de key users. Donc, pareil, il y a des besoins pour. En fait, il y a toute la terminologie SAP. On se rend pas compte en fait quand on est dedans, mais c'est à peu près du charabia. Hein, quand, on parle. Et là maintenant, si tu reprends toutes tes expériences, euh, si tu devais te dire en une ou deux phrases, quelle est ton expertise? Sur quoi? Quelle est ta zone de génie?
Sur quoi tu Alors te moi maintenant, spécialises? voilà, là où j'ai vraiment une proposition de valeur, c'est dans les projets pharma pour la partie intégration PP, PPIWM en fait. Donc D'accord, les deux, PPIWM, voilà. intégration PPIWM, ouais, il y a de Et quoi avec faire. un MES, ce qui est, enfin voilà, le cas de 99% des clients pharma utilisent un MES pour toute la traçabilité. Donc moi, Mm. je me positionne sur ce cœur de métier-là, parce qu'en plus, il faut comprendre le besoin métier, côté SAP, côté technique pour les interfaces et côté MES. Et en fait, Et j'arrive qu'est-ce qui à vraiment. change du fait que tu connaisses la pharma par rapport à quelqu'un qui ne connaîtrait pas? Alors la pharma, déjà, c'est des méthodologies projet un petit peu différentes parce qu'il y a toute Ouais, la partie qu'on appelle GMP, enfin c'est exactement. avec des parties validation, donc c'est des méthodologies projet qui sont un peu plus longues. On a des phases de test qui sont différentes parce qu'on a aussi des tests de Exactement. validation. Vous avez Tous les toujours la méthode Simple là chez Sanofi ou ils ont abandonné? Non, non, ils ont abandonné le Simple. Ouais, maintenant, non, ils À sont. mon époque, quand j'y étais, ils avaient une méthodologie pour le passage de projet. Ils appelaient ça méthode Simple. Il fallait fournir, je crois, une centaine de documents. Et c'était Donc Simple. après, ils ont fait une autre méthodologie, ça s'appelait Simple Light. Il fallait juste en fournir une trentaine. Ah oui, Ça, c'était c'est pour les mieux. petites modifs. C'était mieux. Ouais, ouais. Et Non, ça non, devait être pareil, ouais. Ça n'a non, pas, pas c'est un monde changé. assez particulier. Alors moi, Ouais, effectivement, si je me suis spécialisé sur la pharma, c'est aussi par opportunisme, on va dire, puisque ouais, effectivement, je suis dans une région en Normandie où il y a pas mal d'usines pharma. En fait, on a deux industries principales qui sont la pharma et puis l'aéronautique. Donc, Donc, c'est pour ça que je me suis spécialisé plutôt sur ces deux domaines-là. Et puis, dernièrement, enfin voilà, surtout chez Sanofi en particulier. J'ai travaillé chez Ipsen aussi, j'ai travaillé chez Aptar. Enfin, voilà. Donc, ils apprécient qu'on connaisse l'environnement. C'est vrai que c'est pas forcément très accessible pour quelqu'un qui a fait 20 ans de, je sais pas, de retail ou de luxe, ou enfin des choses qui sont, enfin voilà, des industries qui vont vite et où il faut réagir vite, etc. On n'est pas du tout dans cette très, optique. très différent en termes de process qualité, en termes de traçabilité. Voilà, les exigences sont Mm. pas les mêmes, les objectifs sont pas les mêmes, donc c'est vraiment très Ouais, différent. ouais, très C'est un clair. état d'esprit. Quelqu'un qui bosse dans le retail, je pense qu'il devient un peu fou s'il arrive à Ouais, faire. il devient fou, ouais, c'est clair. Donc En voilà, retail, quand il y a un problème, le truc est en prod 1 heure voilà. après. Donc c'est un état d'esprit différent. Il faut réussir à s'y adapter et puis effectivement, faut avoir les codes du milieu, quoi, en fait, hein. Et c'est vrai Les que modifs en prod aussi, les accès en prod sont très, très compliqués. oui, oui, oui. Ah oui, ça c'est effectivement, il faut montrer pas. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des consultants ou même des professionnels SAP qui voudraient passer en freelance? Alors effectivement, c'est un peu, enfin, je me retrouve pas mal dans les conseils que tu donnes effectivement sur ton profil LinkedIn. Je pense qu'il faut vraiment travailler, il faut vraiment se poser la question de ce qu'on peut apporter comme valeur. Mm. Faut pas arriver en disant, voilà, je peux vous faire du SAP. Non, c'est effectivement, je vais Enfin, faut arriver pour régler des problèmes, en fait. Donc moi, je suis arrivé effectivement, par exemple chez Sanofi. C'était je vais faire de votre équipe projet une équipe de champions, quoi. Je vais les former, les coacher pour que voilà, depuis la phase de scoping jusqu'à la mise en prod, ils sachent quoi faire, ils soient soutenus, ils ne se sentent pas seuls et que ça permette Mm. d'avancer. Donc il faut effectivement réfléchir et pas arriver en étant un centre de coût, mais plutôt un centre, enfin une création de valeur, hein. Donc Ouais, voilà. c'est vraiment, je pense, l'état d'esprit qu'il faut avoir. Parce qu'après, alors après, effectivement, moi, mon TJM, il a pas doublé, mais pas loin en 5 ans, quoi, en fait. Ouais. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure de ce qu'on réalise, qu'on arrive à apporter comme valeur aux clients, en fait, et ça devient même, c'est presque plus un problème, en fait, au bout d'un moment. Effectivement, quand on commence à avoir les références auprès des clients, qu'on démontre ce qu'on sait faire, etc. Je dirais pas qu'il n'y a pas de négociation, parce qu'il y a toujours de la négociation, mais ça devient beaucoup plus facile à justifier, en fait.
quand on est sûr de… En tout cas, les gens résonnent par rapport à ce que tu apportes. C'est ça. Et du Plus coup, que la par rapport discussion est au... plus fluide. Ouais. Enfin, et commercial. Et c'est vrai que c'est peut-être la partie la plus difficile à appréhender quand on est freelance, parce que souvent, SAP, ben, on est des personnes plutôt techniques ou managers, dans mon cas, par exemple, ou double profil. Mais le commercial, c'est pas du tout quelque chose qu'on est habitué à faire. Donc, c'est vrai qu'il faut bien réfléchir à cette partie-là, et c'est probablement la partie où il faut le plus travailler et le plus se préparer, quoi, en fait. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut que les gens comprennent, en fait, c'est que à partir du moment où on propose pas une offre qui est unique, si on propose quelque chose qui va être semblable aux autres offres, voilà, donc, typiquement, si on se spécialise pas, si on n'est pas sur une niche, toi, tu es sur une double niche, en fait, hein, tu es sur le WM avec de l'intégration PP, tu as une casquette aussi de management de transition et tu as encore une niche sur une expertise métier qui est la pharma. Donc, Oui. tu apportes vraiment une offre qui est unique. Et à partir du moment où on est sur une offre unique, on n'est pas drivé par le prix, on est drivé sur ce qu'on apporte, en fait. Mais si on est comparable à d'autres consultants, forcément, les gens vont prendre le consultant le moins cher. Hein. Ils ne vont pas se poser Oui. la question. Bah, c'est vrai que moi, quand je vois des offres de mission MMSD, MMSD, c'est les achats et la vente. Alors, on est expert achat ou on est expert vente. C'est vrai que ça, c'est typiquement, je trouve, le genre de mission un peu fourre-tout où finalement, on n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Alors, effectivement, le paramétrage, il se ressemble. Hein. On paramètre des prix, on paramètre des schémas de documents et tout ça, mais on n'a pas de vraie valeur ajoutée, en fait. Pour moi, on ne peut pas se présenter en MMSD parce qu'on ne peut pas faire et la vente et l'achat. Donc, il faut réfléchir effectivement, est-ce que je suis un MM, est-ce que je travaille sur les prix, est-ce que je travaille sur la traçabilité, est-ce que je travaille sur les stocks, est-ce que je travaille sur éventuellement le MRP, les stratégies de réappro. Il faut vraiment se poser cette question-là. Et il ne faut surtout pas arriver, enfin à mon avis, il ne faut surtout pas arriver en disant je suis MMSD, parce que MMSD, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire, quoi, en fait. À la limite, il faut peut-être prendre un petit bout de MM, bon, les achats par exemple, ou alors spécialiste MRP, spécialiste achat, plutôt que de dire, voilà, c'est Et clair. puis, effectivement, alors s'il y a un autre point, je pense qu'il est vraiment qui est vraiment indispensable, enfin, en tout cas dans mon métier, c'est l'anglais. Ouais, c'est vraiment un prérequis. Et puis, ça fait vraiment la différence, parce que c'est vrai que même dans les groupes internationaux, pourtant, je travaillais chez Safran, chez Sanofi et tout ça. Et souvent, c'était tiens, Benoît, c'est toi qui vas faire la conf call avec le fournisseur, parce que bon, je te dirai quoi dire, et puis tu traduis, quoi. Donc, c'est vrai que non, donc si on veut se lancer et qu'on n'a pas l'anglais, faut prendre des cours, faut s'y mettre. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Ouais. Ouais, moi, je travaille chez mes clients. De toute façon, je suis à 90%, 90% du temps, c'est de l'anglais, quoi. Donc, Ouais, puis de toute il façon, y a pas après, tellement de choix. effectivement, quand on est encore plus technique et qu'on est avec des équipes de back-office, de dev, etc., oui, maintenant c'est anglais. Hein, donc, effectivement. C'est même sans être en back-office, hein, même les projets, Ouais, même les managers et tout ça. Le seul cas où on a un tout petit peu plus de français, c'est si vraiment on est sur du support utilisateur ou alors de l'accompagnement au changement, où là, typiquement sur IWM, si on est sur de l'accompagnement au changement, on va voir les utilisateurs et on parle en français avec eux. Et sur des projets, la plupart sont des projets internationaux. On aura forcément des gens à l'étranger, soit des développeurs indiens, soit un intégrateur étranger, d'autres users, d'autres managers. Ce sera tout le temps en anglais par défaut, quoi. ouais. Donc c'est même pas un plus, en fait, c'est vraiment un prérequis. Oui, c'est Ah vrai. ouais. Ouais, Et donc, dans les autres conseils, effectivement, soigner son réseau, hein, effectivement. Et moi, j'ai démarré avec le support effectivement d'un collègue ami, hein, enfin d'un ancien collègue qui était devenu un ami, qui avait son ESN, qui avait monté son ESN, une ESN d'une trentaine de personnes. Et je pense que ça peut être pas mal, notamment pour les premières missions, d'avoir le support. Comme ça,
fait les premiers rendez-vous clients, fait les premières choses, que c'est vrai que se jeter comme ça dans le vide, aller sur les plateformes type Malte, C'est très Freework, compliqué. etc., c'est très compliqué. Moi, je trouve que j'ai perdu pas mal de temps. On fait des entretiens un peu bidons. Ça part un peu dans tous les sens. Donc, je pense qu'il faut bien préparer son départ et ses premières. J'ai fait la même chose, hein. Ma première mission freelance, je l'ai obtenue par un ancien fournisseur que j'ai appelé en lui demandant est-ce que c'est bien que je me positionne là et tout ça. Ensuite, il m'a rappelé, bah tiens, justement, j'ai un truc. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'avais travaillé juste avant, quoi. Donc, Oui, je pense que c'est important pour se lancer. Et puis, ouais. alors après, donc peut-être le temps avance un petit peu. Donc, Ouais, alors j'ai peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on a, durant l'interview, dont on n'a pas parlé, que tu aimerais parler, que tu aimerais peut-être quelque chose alors, je ne sais plus, d'avant? après, parce qu'on a un petit peu préparé quand même, mais c'est vrai que tu parlais effectivement un peu de la partie accomplissement, ce qu'on apprécie le plus dans la vie de freelance. Ouais, Alors, le côté salaire, alors c'est vrai qu'il est souvent confortable, mais bon, il suffit qu'on ait un intercontrat et ça peut assez vite être moins vrai. Donc, pas aller en freelance juste pour le salaire. voilà, c'est ça. Donc, faut pas tout miser là-dessus. Moi, ce que j'apprécie le plus, c'est en fait le changement de rapport au monde du travail, en fait, parce qu'on passe d'un contrat de subordination quand on est salarié, donc c'est-à-dire qu'on a un chef, des managements, des objectifs, tout ça, à une relation commerciale, en fait, avec un client. Et moi, c'est ce que je trouve le plus appréciable, c'est-à-dire que effectivement, la relation est complètement différente. Et Je suis d'accord. effectivement, il y a une sorte un peu de reconnaissance perpétuelle parce que voilà, quand les contrats arrivent vers la fin, bon, on se pose la question, on continue pas, qu'est-ce qui va pas, enfin voilà. Et puis à chaque fois, quand le client re-signe un contrat, quelque part, il réexprime une envie de travailler avec toi. Et moi, c'est ce que je trouve le plus agréable, en fait, quelque part, parce que vraiment, on n'est plus dans une relation où le manager peut dire, bon, en fonction de la qualité du manager, hein, mais le manager peut dire, bon, de toute façon, je suis obligé de travailler avec toi, donc je ferai ci, ça, mais bon, voilà, ça me... Et puis, il n'y a plus l'aspect politique derrière. C'est-à-dire, Et c'est vrai que, tu oui, peux avoir une relation un peu plus franche avec la et personne. c'est vrai que, oui, alors surtout moi, dans les grosses boîtes dans lesquelles je travaille, le milieu pharma, c'est toujours des énormes organisations, des grosses structures, etc. Et c'est vrai qu'être débarrassé de cet aspect politique, c'est vrai que c'est un soulagement qui est vraiment très appréciable. Et puis, il y a aussi l'effet, effectivement, consultant extérieur qui apporte une expertise qui coûte un peu cher. Donc, du coup, on l'écoute plus et avec une oreille plus attentive que quand on est salarié. Parce que quand on est salarié, souvent on dit ouais, c'est le mec de l'informatique, laisse tomber, il est chiant, il va encore dire n'importe quoi pour pas bosser, quoi, en fait. Ouais, Moi, ça m'arrive de faire des audits de systèmes d'information. C'est souvent des missions très courtes de 2 3 jours. Et moi, quand je fais des audits, la première chose que je fais, c'est que je vais demander aux personnes, alors au KU, aux informaticiens, je dis qu'est-ce que vous feriez, vous? Je note, parce que la plupart du temps, en fait, les solutions qu'on préconise, alors on ajoute un peu notre petite touche de formalisation, quelques points d'expertise et tout ça. Mais 80% des solutions qu'on préconise quand on fait un audit global, ben, en fait, ils l'ont en interne, sauf qu'ils oui, sont. c'est juste qu'il faut les mettre en avant et ouais, il faut Il réussir à... faut un peu les mettre en forme, un peu truc, il faut un peu les travailler. En fait, on est là pour ça. Mais ils l'ont déjà en eux, quoi, en fait. Mais sauf qu'ils ne sont pas écoutés par leur manager, parce que Non, c'est eux qui le disent. c'est fou, hein. Ouais, ouais, c'est Ouais, vrai il que c'est faut payer pour que ça marche. Le consulting, c'est comme c'est la comme ici, psychologie. ouais, faut payer. Ouais. C'est un peu le même principe. Mais c'est vrai, hein, il y a cet effet-là et je l'ai souvent remarqué, en fait. Ouais. J'ai beaucoup plus, c'est que bon, je dis la même chose hein, que quand j'étais employé mais en tant que C'est pas consultant, pareil. c'est pas pareil. Donc c'est vrai que c'est Enfin, d'autres satisfactions. Alors après, bon, évidemment, quand on est freelance, il y a plus d'incertitudes.
des petites choses qui sont pénibles, du type quand on veut faire un crédit auprès d'une banque, on vous dit que Ouais. voilà, ça c'est un peu les galères. Un Et peu galère, mais bon, après 3 ans, ça passe. Après voilà, 3 ans, c'est le début qui est des difficile. Après, crédits au bout de 3 ans. Et après, sinon, on fait du portage salarial. Là, ça peut être un tout compromis. ce qui est Ouais. portage salarial. Ok, bah écoute, Benoît, ça m'a fait vraiment plaisir de te connaître, de te Bah découvrir. ouais, Je c'était ne très bien. connaissais pas. Puis, en gros, c'est bien parce qu'on a fait des parcours assez. On a pas mal de points communs sur nos parcours. Sauf que je suis passé freelance plus tôt que toi, mais Mhm. j'ai fait pareil, ESN, grosse société où tu as eu des problèmes politiques à un moment. Je suis passé en freelance. J'ai tenu moins longtemps que toi en société utilisatrice. Ouais, Mais ouais. sinon, bon, bah, en tout cas, plaisir de te revoir. Puis j'espère qu'on aura des occasions de travailler ensemble. Je Mais peux- le monde est petit sur SAP parce que tu vois, par exemple, Michael Keno, que tu connais bien, Ouais, il était dans l'équipe qui faisait la TMA il y a 15 ans quand j'étais au centre de compétences justement de ma société. Ouais, tu vois. ouais. Donc, tu vois, je le connais bien pour ça parce que je l'ai vu un Ah, peu bah, d'époque en fait. Ouais. Donc, enfin, vu le oui, monde je sais. est petit en fait. Ouais, c'est Les donc, consultants, on les retrouve, ils repassent sur une mission, on les revoit, tout ça. Donc, on aura sûrement l'occasion de se voir. ça marche. Ok, avec plaisir. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Ok, merci. Hop.